Bon, bonsoir à tous, pour ceux qui sont encore courageux pour rester. Donc, moi, je suis le docteur Cléofax, je suis médecin volontaire au SDIS 95 et je suis également responsable de l'unité de médecine du sport à l'hôpital de Pontoise dans le même département. Ça y est, je trouvais le bouton. Alors désolé, malgré plusieurs efforts de mettre en page, il y a des petites choses qui ont sauté. Désolé, Thierry, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Donc moi, je vais vous présenter la démarche de prévention des blessures qu'on a mis en place au sein du SDIS 95. Alors c'est un travail d'équipe, je ne suis pas du tout le seul, mais c'est l'ensemble des membres du service de la condition physique opérationnelle qui ont participé. C'est un travail qui est toujours en cours, qui est toujours évolutif. Donc c'est assez passionnant et on n'est pas encore arrivé au bout de l'ensemble de notre démarche. Donc moi, en tant que médecin du sport, je trouve que le sapeur-pompier, c'est un sujet d'étude extrêmement intéressant, puisque contrairement à ce qu'on a pu entendre, je ne le considère pas comme un sportif de haut niveau, puisque ce n'est pas du tout les mêmes contraintes, c'est même plus compliqué, je trouve, que dans certaines disciplines sportives. Et donc, il y a beaucoup de spécificités, et vouloir transposer systématiquement une démarche de prévention des blessures, d'ailleurs physiques, j'aurais dû préciser ça un peu plus, aux sapeurs-pompiers en utilisant des outils copier-coller du domaine sportif, et bien je pense qu'on fait un peu fausse route et qu'il faut savoir s'adapter à ce milieu et à ce personnel très particulier. Donc avant de commencer, une petite définition pour que ce soit à peu près clair derrière. Quand on parle de blessures physiques, on va essayer d'être un petit peu dichotomique en distinguant ce que sont les lésions traumatiques aiguës et ce qu'on va appeler les lésions micro-traumatiques, même si dans la littérature anglo-saxonne, le terme d'overuse, qu'on peut traduire par hyper-sollicitation ou surcharge mécanique, semble un peu plus approprié, puisqu'effectivement, ce n'est pas du tout les mêmes circonstances de survenue. La lésion traumatique aiguë, on va identifier souvent un facteur déclenchant précis, que ce soit l'intervention d'un élément extérieur, une chute, un choc, un traumatisme, un pivot brutal. Donc il y aura surtout des facteurs de risque extrinsèques à ces blessures, versus les lésions microtraumatiques qui vont s'installer avec le temps, qui ne sont parfois pas toujours aussi bien ciblées et exposées, et pour lesquelles on va retrouver une prépondérance de facteurs de risque plutôt intrinsèques, c'est-à-dire liés à l'individu. Donc la prévention des blessures dans le sport de façon générale, c'est un peu la quête du Graal en médecine du sport, c'est-à-dire qu'on n'y arrivera probablement jamais. Donc c'est probablement une mission extrêmement difficile, mais on peut réussir à s'en rapprocher en essayant d'appliquer une méthode assez logique, assez scientifique, et en suivant ce qu'on appelle le cycle de prévention de Van Mechelen, qui est un concept déjà un petit peu ancien, en 4 étapes, et puis on va essayer de vous exposer un peu notre démarche en suivant ces différentes étapes, qui va commencer par décrire, connaître l'existant, les blessures, leur fréquence de survenue, leur sévérité, essayer d'identifier les facteurs de risque, les causes, et essayer de mettre en place derrière ensuite des mesures de prévention, et puis une fois que c'est fait, se réinterroger, savoir si ce qu'on a fait est efficace, et puis ajuster le tir au fur et à mesure de chaque tour de cycle, jusqu'à aboutir à une démarche qui soit la plus efficace possible. Donc en première étape, pour essayer de connaître un petit peu ce à quoi on s'expose, l'analyse des lésions traumatiques, c'est ce qui est à peu près de ce qu'il y a de plus simple. Alors effectivement, la mise en page est décalée, mais c'est pas grave. On a plusieurs sources pour connaître l'incidence et la prévalence de ces blessures. Les déclarations d'accidents de service, qui malheureusement manquent un peu de précision, je vais en reparler après, et qui vont concerner à ce moment-là seulement notre région, notre département. On va avoir les données des assureurs qui seront plus intéressantes parce que sur des plus grosses populations, ça permet de faire de l'épidémiologie à plus grande échelle, même si là aussi on va manquer un petit peu de précision. Et puis la littérature scientifique, je l'ai mis en italique, parce qu'effectivement on va avoir une abondance de population anglo-saxonne, et on l'avait déjà dit je crois ce matin ou cet après-midi, ce n'est pas tout à fait les mêmes sujets, les mêmes contraintes. On ne peut pas tout à fait se baser, comme on le ferait dans d'autres domaines, sur l'interrogation des bases de données bibliographiques. Et tout se mélange. Pour les lésions microtraumatiques, c'est encore un petit peu plus compliqué. On a encore un petit peu moins de données dans la littérature scientifique. Et on s'aperçoit que ce qui serait le plus efficace, c'est de réaliser des enquêtes de prévalence. C'est-à-dire à l'instant T, on essaye de déterminer l'incidence de ces lésions en interrogeant les agents et les sujets. Mais il y a plusieurs biais à ça, des biais d'adhésion à la démarche. Et généralement, on perd un peu de données. Bref, donc tout ça, pour essayer d'affiner un petit peu l'existant, de préciser un petit peu tout ça, on a beaucoup de données en ce moment qu'on est en train d'analyser et on est en train d'établir un projet de recherche, un projet de partenariat avec l'unité de recherche clinique de l'hôpital de Pontoise.
Donc en ce qui concerne les lésions traumatiques, on ne peut pas donner vraiment de chiffres d'incidence, on en a parlé juste avant, par rapport à ces données manquantes. Notamment, je reviens sur les déclarations d'accidents de service qui tireraient bénéfice, être un peu plus précis. Effectivement, une lésion musculaire de la cuisse, pour moi, entre une lésion musculaire des ischio-jambiers ou des adducteurs, c'est très différent. Pareil, quand on ne sait pas ce que c'est sur une articulation qui fait mal, on utilise le terme d'entorse, qui là aussi ne veut rien dire. Entre une instabilité patellaire ou une rupture du ligament croisé antérieur, on va avoir des conséquences et des causes qui vont être un petit peu différentes. Bref, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut effectivement, on a encore toute cette démarche-là à faire, qu'on a initiée, pour aller préciser un peu plus, parce que si on ne sait pas de quoi on parle, si on n'a pas de données, si on n'a pas de chiffres, on ne pourra jamais les comparer derrière, et on ne pourra jamais savoir si ce qu'on fait est réellement efficace ou pas, et on ne pourra pas l'ajuster. Si on regarde un petit peu, alors c'était un petit peu étonnant, c'était sur les données de l'année dernière, nous on s'est aperçu qu'il y avait une influence saisonnière, avec une recrudescence des blessures en mai et en juin. Alors en médecine du sport, effectivement, c'est les fins de saison sur les championnats un petit peu durs. Il y a d'autres explications à apporter pour la population de pompiers. Et pour le reste, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que vous connaissez probablement déjà. Le pompier se blesse en centre de secours et un peu moins sur intervention, en séance de sport, quand il fait du sport collectif et parmi celui-ci, quand il fait du foot, avec une nette influence de la charge d'entraînement lorsqu'il va y avoir plus d'une session de sport par jour. Il y a des blessures qui vont plutôt arriver en fin de séance lorsque la fatigue et la vigilance musculaire sont un peu moins bonnes. C'est surtout des blessures du membre inférieur, la cheville en premier lieu, ce qu'on va mettre le fourre-tout entorse de cheville et bien avant le genou. J'ai laissé exprès le dos entre guillemets, parce que là aussi, c'est pour ça que ça manque de données dans la littérature et de la recueil de blessures. Blessure au dos veut rien dire. Est-ce que c'est effectivement une discopathie lombaire? Est-ce que c'est un dérangement intervertébral mineur, une lésion musculaire? Là aussi, on manque un petit peu de détails. En tout cas, voilà, le rachis probablement dans son ensemble. Et la deuxième localisation, et la ceinture scapulaire et les épaules arrivent bien derrière. Et là aussi, pas de surprise, c'est essentiellement a priori des lésions ligamentaires. Encore une fois, l'entorse, c'est un terme un peu fourre-tout, et des lésions musculaires. Donc ça, en tout cas, voilà, pour l'épidémio des lésions traumatiques, on arrive à peu près à faire une cartographie de ce qui existe, même si, encore une fois, ça manque un peu de précision. Pour les lésions microtraumatiques, là, pour le coup, on manque énormément d'informations. Là aussi, quand on regarde les quelques données qu'on a sur des articles publiés dans des revues accessibles sur les différents sites de bibliographie, on retrouve comme localisation lésionnelle à peu près les mêmes sites. Membre inférieur, genou, rachis, back en anglais, et un petit peu l'épaule. Avec les seules données pertinentes qu'on peut sortir de tout ça, c'est qu'une vraie influence de l'âge de l'agent et de son ancienneté en service. Effectivement, toutes ces informations-là, elles sont recueillies à partir d'enquêtes de prévalence, où encore une fois, il est possible que ce soit le meilleur outil, même s'il a plein de faiblesses, encore faut-il bien le présenter, mais l'enquête anonyme probablement des sujets à l'occasion de la visite médicale annuelle pourrait être une bonne source de recueil d'informations, parce que celles-ci en plus, elles sont manifestement un peu moins bien exprimée que la lésion traumatique qui fera l'objet d'une déclaration d'accident de travail. La tendinopathie chronique d'Achille, le conflit sous-acromial ou la lombalgie chronique, ça peut passer un peu sous les radars lors de la visite médicale annuelle parce qu'il y a toujours une crainte de l'inaptitude ou parce que le sujet pense que c'est normal de vivre comme ça. C'est pour ça que je marque à la fin aussi, c'est probablement des lésions aussi à ne pas négliger parce qu'elles peuvent avoir un vrai impact négatif sur la qualité de vie, qu'elles soient pendant la période où le sujet est en service, ou que ça soit après son service. Et je pense qu'ici, il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont déjà descendu les escaliers le matin avec le pied un petit peu de travers parce que le tendon d'Achille était un peu raide, le temps qui chauffe, ou qui trouvent leur place dans le lit le soir parce qu'ils ont une douleur lombaire, qu'ils ont du mal à se positionner après une journée de sport ou de travail. Donc c'est un peu ces blessures, moi je trouve un petit peu invisibles, qui passent un petit peu à la trappe, mais pourtant, à mon sens, je considère que c'est quasiment aussi important que la rupture du croisé, la fracture ou l'entorse grave, parce qu'elles ont probablement des impacts qu'on sous-estime et sur le plus long terme. Donc lorsqu'on essaie de réfléchir aux causes de survenue de ces blessures, on ouvre la boîte de Pandore. Le modèle biopsychosocial du déterminisme des maladies qu'on peut appliquer à plein de situations en médecine, on peut le dériver de façon, le présenter de façon dérivée. Lorsqu'on regarde un petit peu ce qui est décrit dans la littérature, ce qu'on peut trouver dans les données à notre disposition, effectivement, on va mixer à la fois les facteurs de risque intrinsèques
qui sont des facteurs, on va dire de façon large, biologiques, qui vont concerner le sujet, son âge, son ancienneté, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, quel est son niveau de fatigue, quelle est sa capacité de récupération, est-ce qu'il a déjà été blessé, quelles sont ses performances biomécaniques, je vais redéfinir ça après. Une grande place accordée aussi aux facteurs de risque psychologiques, on en a largement parlé, et puis tout le reste sont des facteurs de risque extrinsèques qui ne sont pour le coup pas du tout négligeables dans l'environnement sportif, mais également dans le monde des pompiers. Donc pour la suite du topo, effectivement, dans notre démarche, on s'est ciblé sur les performances biomécaniques du sujet. Moi, en tant que médecin du sport, c'est là-dessus que je suis compétent, mais il y a d'autres chevals de bataille dans le service actuellement, notamment l'alimentation avec l'intervention d'une diététicienne du service de médecine du sport et le développement de la préparation mentale du sapeur-pompier. Donc on sait qu'il existe des facteurs de risque bien connus en ce qui concerne les différentes qualités motrices au niveau de l'appareil locomoteur, que ce soit la force musculaire avec l'augmentation du risque de lésions musculaires aux ischio-jambiers, que ce soit l'augmentation du risque de lésions micro-traumatiques au niveau de la coiffe des rotateurs en cas de déséquilibre ou d'insuffisance musculaire sur la ceinture scapulaire, le risque de blessure ou de lombalgie chronique lorsqu'il y a une insuffisance de force musculaire sur la chaîne d'extension du tronc. Des risques également de lésions articulaires, chevilles, genoux, lorsqu'il y a un déficit de contrôle moteur. On n'a pas le temps d'en rentrer dans les détails, mais notamment ce qu'on appelle le valgus dynamique, ou en tout cas l'effondrement dynamique du moment inférieur en charge, qui est vraiment une source commune à plusieurs lésions, notamment le syndrome fémoro-patellaire, les ruptures de croisée, les distorsions de cheville et les déficits de proprioception. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ont déjà été bien démontrés comme étant des facteurs de risque de survenue de blessures. La liste est là, on ne va pas la détailler, mais toujours, encore une fois, un facteur de risque ne veut pas dire qu'on va forcément se blesser si on a une raideur des ischio-jambiers, mais ça va augmenter ce risque. C'est le même principe que pour le tabagisme et le cancer du poumon. Donc le principe de réaliser des tests physiques pour analyser ces performances biomécaniques, on va passer en revue toutes ces grandes données, la force, le contrôle moteur, la souplesse, l'équilibre. C'est des tests qu'on va retrouver à la fois dans l'examen clinique médical, dans les bilans kinésithérapeutiques, en préparation physique. Donc, comme je viens de le dire, ils sont là pour identifier s'il existe un facteur de risque ou si d'emblée on met en évidence une douleur ou une incapacité à réaliser le test qui témoignerait de l'existence d'une lésion. Pour notre démarche, on a essayé de s'orienter sur des tests qui étaient très simples, binaires, parce qu'effectivement en médecine du sport, on a toute une batterie d'évaluations qui prennent parfois une demi-journée, j'exagère un peu, mais au moins 1 heure ou 2, si on doit faire des tests très complets pour la cheville, l'épaule, le genou. Il ne faut pas s'engager là-dedans, sinon on va complexifier les choses. Il nous faut un outil simple, pouvant être utilisé par différentes personnes, différents intervenants, et pas seulement du corps médical. Donc, fait que ce soit des tests physiques qui soient avec un résultat binaire, ça marche pas, il arrive à le faire, il n'arrive pas à le faire. Plutôt en statique, même si ce n'est pas la vie réelle. Reproductible et qui nécessite peu de matériel si on veut pouvoir les diffuser au plus grand nombre dans les centres de secours. Je peux vous demander de... Accélérer encore ? Ouais, d'accélérer encore parce qu'il vient de me demander encore de finir encore plus tôt. J'ai refusé, mais... Vitesse linéaire. On est encore deux. Et encore notre collègue. Bref, donc si vous pouvez terminer rapidement. Très bien. Il existe plein de choses dans la littérature, vous le connaissez probablement déjà. On récupérera le diaporama. Voilà, le FMS qui a été le plus utilisé, publié, le GMC qui est franco-français et qui, je trouve, a ma préférence et qui est intelligemment fait et qui nous vient du milieu du rugby. Je pense qu'il y a déjà certains SDIS qui l'ont adopté et d'autres tests, etc. Bref, c'est toujours pareil pour tous. On cherche à identifier un problème, on propose une solution de correction derrière pour faire de la prévention à différentes étapes. Peu importe l'outil, ce qu'il faut, c'est qu'il soit simple et surtout adapté à l'objectif. Donc, effectivement, on était parti sur la base des GMC qui avait plu à plusieurs personnes. Il y a plusieurs tests qui nous convenaient pas par rapport à notre milieu à nous, des pompiers, par rapport au milieu du rugby. On l'a fait un peu évoluer, on a modifié certains, on a rajouté d'autres. Et à la fin, ça se décline en 20 tests, avec là aussi, encore une fois, comme je l'ai dit, évaluation binaire. Le patient y arrive pas. On va analyser la souplesse, la force autour de différentes articulations et autour du tronc. Dans le petit panneau, vous voyez des petites QR codes, puisqu'on a développé également des liens pour donner des idées de préparation physique adaptée aux agents lorsqu'ils vont se retrouver en déficit sur l'un de ces tests-là, et qu'on va pouvoir regrouper donc, dans différentes régions. Et en fait, les mesures correctrices vont s'intéresser à une région globale ou un ensemble de paramètres sur une région. On n'a pas le temps, on passe.
Donc à la fin, ces tests-là, comme je l'ai dit, doivent servir pour tout le monde. Pour l'agent, tout à l'heure on parlait de l'agent qui doit être impliqué dans sa santé aussi, c'est fait pour ça. Ça fait qu'effectivement il va pouvoir s'appliquer ces tests-là, faire son auto-diagnostic, se rendre compte qu'il avait échoué le jour où on l'a fait, ça l'a un petit peu agacé, essayer de le corriger, et puis voir en se recontrôlant s'il arrive à passer le fameux test. Et surtout, en fait, je l'ai souligné, c'est d'introduire une autre vision de la préparation physique générale. On n'est pas là seulement pour faire du développé couché, des détractions, des pompes, on est là aussi pour aller corriger un point faible, prévenir un risque de blessure et probablement revoir un petit peu la préparation physique en introduisant de la mobilité fonctionnelle, certains exercices de contrôle moteur, etc. etc. Pour le API, donc du coup, il va pouvoir se servir aussi de ces tests-là ou de ce résultat de ces tests-là pour individualiser la préparation physique. Je n'ai pas parlé des indicateurs en activité physique, mais cette structure pyramidale au sein des SDIS est extrêmement précieuse. Et pour le médecin, encore une fois, ça va lui permettre d'avoir une meilleure appréciation de la condition physique de l'agent en plus des autres indices disponibles et pouvoir éventuellement explorer si ces tests détectent une déficience. Ok, vous pouvez conclure. Et voilà, en conclusion, nous, on les a intégrés dans une cartographie un peu complète de ce qu'on appelle la condition physique opérationnelle, qui va ressembler à la fois à la condition physique générale avec les ICP, la condition physique spécifique avec les données du parcours professionnel adapté, et donc les résultats des tests d'évaluation physique préventive, les TEP, en parallèle. Et donc, voilà, donc je ne vous parlerai pas du reste, ça c'est la démarche qu'on met en place. On est en train de former un peu tout le monde, et je m'aperçois qu'il va falloir qu'on forme aussi les ISP s'ils doivent faire des entretiens annuels.